Au mariage de son ami, quelqu'un a demandé quand j'allais demander Rachel en mariage. Elle a ri et a répondu, lui? Je préfère rester célibataire pour toujours. Tout le monde a ri. J'ai simplement posé mon verre sur la table et je suis parti. 2 semaines plus tard, elle dormait sur le canapé de sa sœur, me suppliant de répondre à ses appels. Elle a dit ça en riant, devant tout le monde. Mais c'est dans ce rire que tout a pris sens. 2 ans de relation résumés en une seule phrase qui, en plus, n'était même pas pour moi, mais pour les autres. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai juste tourné les talons et je suis parti. Certaines vérités tombent comme un coup de tonnerre, soudaines, assourdissantes, impossibles à ignorer. La mienne m'a frappé pendant la réception du mariage de la meilleure amie de Rachel, au milieu d'un rire imbibé de champagne et de mots qu'on n'oublie jamais. Mais laisse-moi revenir un peu en arrière et t'expliquer comment j'en suis arrivé là. Je m'appelle Victor, j'ai 47 ans. Je suis propriétaire d'une entreprise de construction commerciale. Je l'ai bâtie à partir de rien, après avoir travaillé 15 ans pour les autres. Je ne suis pas l'homme le plus raffiné du monde, je préfère les jeans aux costumes, les cabanes aux resorts, le whisky au vin. Mais j'ai accompli beaucoup de choses. J'ai des biens dans 3 États, aucune dette, de bons investissements. Cette sécurité qu'on n'a qu'après des décennies à prendre les bonnes décisions. Rachel et moi étions ensemble depuis 2 ans. Elle a 39 ans, travaille dans la vente pharmaceutique. Belle, intelligente, ambitieuse. On s'est rencontrés quand mon entreprise rénovait l'immeuble où elle travaillait. L'attirance a été immédiate, du genre à vous faire oublier ce que vous étiez en train de dire. Notre relation a évolué très vite. Au bout de 3 mois, elle vivait pratiquement chez moi. Au bout de 6, on a officialisé. Elle a rendu son appartement, a apporté ses affaires, et on s'est installé dans une routine de couple. Je ne suis pas un homme à faire les choses à moitié. Je lui ai donné un accès total, je l'ai ajouté à mes comptes, donné une carte de crédit, les clés de toutes mes propriétés. Si on devait vivre en partenaire, je voulais que ce soit à 100%. J'avais même commencé les plans d'une maison rien que pour nous deux. Rachel avait des goûts bien à elle, et je voulais créer quelque chose qui la rende heureuse. Ses amis, pour la plupart, étaient aussi dans la vente pharmaceutique, ou alors des copines de l'université. Toutes bien habillées, professionnelles, du genre à déjeuner dans des restos chers et à suivre des cours de pilates. Pas vraiment mon genre de monde, mais je faisais l'effort pour Rachel. J'allais au dîner, aux événements caritatifs, aux anniversaires. Il me tolérait avec une politesse bien rodée, lançant parfois des questions sur la construction comme si j'étais le plombier. Je m'en foutais. Je n'étais pas là pour eux. 2 ans ont passé, et tout semblait solide, du moins, c'est ce que je croyais. On parlait mariage comme le font les couples, à demi-mot, sans engagement, mais en laissant l'idée flotter dans l'air. Je pensais sérieusement à la demander en mariage. J'avais même commencé à chercher une bague. Je voulais quelque chose de spécial, pas un modèle banal. J'avais demandé à un ami joaillier de créer une pièce sur mesure, inspirée d'une vieille bague que Rachel avait admirée une fois, en passant devant la vitrine d'un antiquaire. Et puis est venu le mariage de Britney. Britney était la plus proche amie de Rachel depuis l'université. Elles étaient dans la même sororité, avaient partagé un appart, et avaient été demoiselles d'honneur l'une pour l'autre. Ou du moins, Britney l'avait été pour le premier mariage de Rachel, il y a 10 ans, un mariage qui a duré 18 mois, jusqu'à ce que son ex-mari la quitte pour sa dentiste. Le mariage était exactement ce qu'on peut imaginer, 500 invités, cérémonie dans une cathédrale, réception dans le plus grand hôtel de la ville. Bar ouvert, groupe en live, cabine photo ou le pack complet. J'y suis allé avec mon plus beau costume, j'ai souri, dansé quand il fallait, j'ai joué le jeu. Pendant la réception, on était dans un groupe avec les amis de Rachel, pour la plupart, des couples déjà bien éméchés au fil de la soirée. L'un des maris, Todd je crois, s'est tourné vers nous à un moment de silence et a lancé. Alors, c'est pour quand le mariage? C'est Rachel la prochaine sur la liste? Avant que je puisse répondre, Rachel a éclaté de rire. Ce n'était pas son rire habituel. Il était plus fort, forcé, comme si elle jouait un rôle devant son public d'amis. Avec lui? Dit-elle en levant sa coupe de champagne vers moi, je préfère rester célibataire à vie. Le groupe est parti en éclats de rire. Quelqu'un m'a tapé sur l'épaule, façon compatissante. Celle-là devait faire mal, mec. Un autre a ajouté.
T'inquiète, Victor. Elle a juste dit ça parce que la robe de Britney a coûté plus cher que ton pick-up. Encore des rires. Rachel a continué sur sa lancée. Sérieusement, vous m'imaginez vivre dans un de ces vieux conteneurs de chantier à signer des permis de construire jusqu'à la fin de mes jours? Je n'ai pas ri. Je n'ai pas répliqué. Je n'ai pas fait de scène. J'ai simplement posé mon verre sur la table la plus proche, j'ai regardé Rachel longuement, puis j'ai tourné les talons et je suis parti. Pas seulement de la conversation. Je suis parti du mariage, de la relation, de la vie que je pensais qu'on construisait ensemble. J'entendais Rachel m'appeler. Sa voix est passée du ton moqueur à la confusion, puis à l'inquiétude, alors que je continuais de marcher. Mais je ne me suis pas retourné. Dans le hall de l'hôtel, j'ai commandé un Uber, j'ai éteint mon téléphone et je suis allé directement à ma cabane dans les montagnes, le seul endroit où Rachel n'a jamais pu rester plus d'un jour, la trouvant trop rustique. J'ai passé la nuit assis sur le porche, à regarder les étoiles, étrangement calme pour un homme dont la vie venait de s'effondrer. Le lendemain matin, je savais exactement ce que je devais faire. J'ai conduit jusqu'en ville et j'ai attendu que Rachel parte travailler. J'ai utilisé ces heures pour passer des appels à mon avocat, mon comptable, ma banque. Pas par vengeance, mais par nécessité. Quand quelqu'un te montre qui il est vraiment, crois-le dès la première fois. À la maison, j'ai pris seulement l'essentiel, vêtements, documents importants, objets de valeur sentimentale de ma famille. Le reste est resté. J'ai plusieurs propriétés. Les meubles et les ustensiles de cuisine, ça se remplace. Ce que je ne pouvais pas récupérer, c'était mon temps et j'en avais déjà perdu bien trop. Avant de partir, j'ai fait un dernier tour. Dans le bureau, j'ai pris les plans de la maison que je dessinais pour nous deux, avec les échantillons de matériaux et les palettes de couleurs que Rachel avait choisies. Dans notre chambre, j'ai sorti une petite boîte en velours cachée au fond de mon placard, la bague faite sur mesure, enfin prête, avec laquelle je comptais la demander en mariage le mois suivant. Sur le plan de travail de la cuisine, j'ai laissé ma clé à côté d'un mot imprimé. Tu as 30 jours pour trouver un autre endroit où vivre. Les services d'eau, d'électricité et de gaz resteront actifs pendant ce délai. La carte de crédit a été annulée. Tes effets personnels resteront intacts. Toute communication future devra passer par mon avocat, dont les coordonnées figurent ci-dessous. Aucune accusation. Aucun drame. Juste des faits. Et puis je suis parti. J'ai fermé la porte d'une relation qui, manifestement, avait une signification très différente pour chacun de nous. Je suis allé dans un hôtel au centre-ville, j'ai rallumé mon téléphone et j'ai regardé une avalanche de notifications s'afficher. 37 appels manqués. 52 messages. Tous de Rachel. Chacun plus désespéré que le précédent. Où es-tu? Pourquoi tu es parti comme ça? C'était juste une blague. Tout le monde était saoul. Tu exagères. Reviens à la maison, s'il te plaît. Je n'ai répondu à aucun. À la place, j'ai bloqué son numéro. Le lendemain matin, je suis allé au bureau et je me suis plongé dans le travail. La vie continue, même après un séisme personnel. En fin de journée, Rachel est venue au bureau. Ma secrétaire l'a laissée entrer à contre-cœur, après qu'elle ait refusé de quitter le hall. Elle est entrée dans mon bureau avec les yeux rouges, le maquillage coulé. C'est quoi ton problème? Tu crois que tu peux juste partir et disparaître? J'étais folle d'inquiétude. J'ai levé les yeux de mes papiers, calme et direct. Je t'ai très bien entendu hier soir. Tu préfères rester célibataire à vie plutôt que de m'épouser. Je ne fais que respecter ton choix. C'était une blague. A-t-elle insisté, tout le monde fait des blagues dans les mariages. Pourquoi tu réagis comme un gamin? Pour moi, ce n'était pas une blague, ai-je répondu, et ce n'est pas non plus une blague quand tu ridiculises notre vie ensemble juste pour amuser tes amis. Elle a changé de ton, passant de la défensive à l'attaque. Donc c'est comme ça? 2 ans ensemble, et tu balances tout à cause d'un commentaire stupide? C'est puéril, Victor. Grandis un peu. Je me suis levé, rassemblant mes dossiers. Je grandis. Je grandis au point de ne plus avoir besoin d'être avec quelqu'un qui, clairement, ne veut pas être avec moi. Bien sûr que je veux être avec toi. A-t-elle dit en pleurant, en essayant de me prendre la main. J'ai fait un pas en arrière. Non, Rachel. Tu veux ce que je t'apporte. Et c'est très différent.
Elle est sortie en larmes, en criant que ça n'allait pas se terminer comme ça. Et elle avait raison, mais pas dans le sens qu'elle pensait. La semaine suivante, la campagne a commencé. Elle a fait appel à nos amis communs. Sa sœur s'est pointée à mon bureau. Même sa mère a appelé, disant que les filles disent parfois des bêtises et que je ne devais pas prendre ça trop à cœur. J'ai été poli, mais ferme avec tout le monde. Ce n'était pas une négociation. Ce n'était pas une pause. C'était une décision, prise avec une parfaite lucidité et fondée sur le respect de moi-même. Au 9e jour, le ton de Rachel a changé. Elle a découvert que la carte de crédit avait été annulée. Que ses accès à mes comptes étaient coupés. Que mon avocat lui avait envoyé une notification officielle. Et qu'elle devait quitter la maison d'ici la fin du mois. La réalité commençait enfin à lui tomber dessus. Les messages sont devenus amers, remplis d'accusations. Tu es un manipulateur. Tu me punis. Tu fais une crise de la quarantaine. Tu ne m'as jamais vraiment aimé. Je suis resté silencieux. Ce sont les mots qui nous ont mis dans cette situation et ce ne sont pas des mots qui nous en sortiront. Le 12e jour, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai pensé que c'était professionnel, alors j'ai répondu. C'était la sœur de Rachel, Vanessa. Victor, elle est au bout du rouleau, m'a-t-elle dit franchement. Elle dort sur mon canapé, pleure toute la journée, mange à peine. Tu ne pourrais pas au moins lui parler? J'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire, ai-je répondu. Elle a fait une erreur. Stupide, irréfléchie. Mais c'était son erreur. Mais elle t'aime, Victor. Elle est dévastée. Elle est dévastée d'avoir perdu son confort de vie. C'est très différent. C'est injuste. Elle tient vraiment à toi. Alors elle aurait dû y penser avant de m'humilier devant 50 personnes. Les mots ont des conséquences, Vanessa. Elle a soupiré, vaincue. Je ne l'ai jamais vue comme ça. D'habitude, c'est elle la forte. Celle qui semble tout contrôler. Elle s'en sortira, ai-je dit, sans froideur, juste avec honnêteté. S'il y a bien une chose qu'on ne peut pas nier chez Rachel, c'est sa résilience. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans mon bureau à regarder l'horizon de la ville. Je ne ressentais aucune satisfaction face à sa souffrance. Aucun sentiment de vengeance. Juste la certitude tranquille que j'avais fait le bon choix. 2 semaines après le mariage, j'étais dans mon chalet, profitant du silence, quand mon gestionnaire immobilier m'a appelé. Rachel s'était pointée à la maison avec un camion de déménagement, essayant de prendre des meubles et des œuvres d'art qui ne lui appartenaient pas. Il lui a refusé l'entrée, comme je l'avais instruit. Elle a fait un scandale, menacé de poursuite, semé un tel qu'aucun voisin a appelé la police. Je l'ai remercié d'avoir géré la situation et lui ai demandé d'envoyer les images des caméras de sécurité. Quand je les ai reçues, je les ai regardées sans émotion. On y voyait Rachel hurler sur le gestionnaire, tenter de forcer l'entrée, tandis que les policiers lui expliquaient calmement qu'elle n'avait aucun droit légal d'entrer ni de prendre quoi que ce soit sans ma permission. Le lendemain, j'ai reçu un mail de mon avocat. Rachel avait engagé un représentant légal, prétendant avoir droit à une part de mes biens en invoquant un partenariat implicite et ses contributions à notre vie commune. J'ai répondu en joignant nos échanges de mai de l'année précédente, quand je lui avais proposé d'inscrire son nom sur l'acte de propriété, proposition qu'elle avait refusée, disant qu'elle ne voulait pas de responsabilité de propriétaire. Une semaine plus tard, son avocat a retiré la plainte. Cela fait maintenant 2 mois. Rachel a emménagé dans un nouvel appartement bien moins luxueux que la vie qu'elle menait avec moi. Des connaissances communes m'ont dit qu'elle racontait partout que j'avais exagéré, que je ne savais pas rire d'une blague. Les mêmes amis qui ont ri de son commentaire au mariage la soutiennent maintenant en validant sa version. Mais ça n'a aucune importance. Je sais ce que j'ai entendu. Je sais ce que ça signifiait. La bague sur mesure est toujours dans le coffre. Un jour, je la referai faire. Peut-être quand le souvenir de cette nuit aura enfin perdu de sa force. Les plans de la maison ont été modifiés. Je la construirai quand même, mais à ma façon. Sans compromis. Ce sera ma maison, pas un terrain d'entente. La semaine dernière, j'ai croisé Vanessa dans un restaurant en centre-ville. Elle s'est approchée de ma table avec hésitation. « Elle te manque ?» m'a-t-elle dit après un salut maladroit. Elle sait qu'elle a vraiment déconné. « J'espère qu'elle va bien » ai-je répondu sincèrement.
Mais ce chapitre est clos. En vérité, non. Elle a perdu son boulot le mois dernier. Elle n'arrivait plus à se concentrer, elle séchait ses rendez-vous, elle dort toujours sur mon canapé. J'ai hoché la tête, avec un léger regret, mais sans remords. Elle rebondira. Rachel trouve toujours un moyen. Vanessa a hésité un instant, comme si elle voulait dire quelque chose de plus. Puis elle s'est lancée. J'étais là ce soir-là, au mariage. Et ce qu'elle a dit, ce n'était pas juste l'alcool. Elle parle comme ça de toi à ses amis depuis des années. Elle l'a toujours fait. Je l'ai remerciée pour son honnêteté, même si cette révélation ne m'a pas surpris. Je m'en doutais. Merci de me l'avoir confirmé. Alors que Vanessa s'éloignait, j'ai réalisé quelque chose d'important. La douleur que j'ai ressentie ce soir-là au mariage, ce n'était pas de la honte ni du rejet. C'était la douleur de voir enfin ce que je refusais d'admettre depuis 2 ans. La relation que je pensais avoir n'existait que dans ma tête. Parfois, la chose la plus précieuse que vous puissiez faire, c'est poser votre verre, vous lever et partir. Pas pour faire un geste théâtral. Pas pour donner une leçon. Mais parce que vous comprenez enfin que rester vous coûterait quelque chose d'essentiel, votre amour-propre. Rachel appelle encore. Elle envoie encore des messages depuis de nouveaux numéros à chaque fois que je bloque les anciens. D'après ce qu'on m'a dit, elle prétend qu'elle va encore me reconquérir. Mais elle n'a pas compris. Ce n'est pas un jeu, avec des stratégies et des points. C'est simplement fini. Certains diront que ma réaction était excessive. Moi, je préfère dire qu'elle était appropriée. Quand quelqu'un vous montre qui il est, surtout quand il pense que personne ne regarde. Croyez-le. Mise à jour 1. Waouh, tout a explosé du jour au lendemain. Quelques précisions. 1. Oui, j'étais le seul propriétaire de la maison avant que Rachel n'emménage. Nous n'étions pas mariés, et dans mon état, l'union de fait n'a aucune valeur légale. Elle n'avait aucun droit légal sur mes biens. 2. À ceux qui me demandent si j'aurais dû la confronter lors du mariage. Pourquoi faire? Pour qu'elle nie? Qu'elle invente des excuses? Qu'elle fasse une scène? Les actes parlent plus fort que les mots. Et les miens ont dit tout ce qu'il y avait à dire. 3. Beaucoup m'ont demandé s'il y avait eu des signes avant cela. Oui. Des remarques méprisantes sur mon travail, disant que ce n'était que de la construction. De la réticence à passer du temps avec ma famille. De l'embarras quand je portais mes bottes de travail à des dîners. J'ai ignoré ces signes, pensant que c'était de petits détails qui changeraient avec le temps. Je me suis trompé. 4. À ceux qui me traitent d'insensible parce que je ne lui ai pas donné une seconde chance. L'amour-propre n'est pas de la froideur. C'est une question de survie. Mise à jour 2. 3 mois plus tard, la vie suit son nouveau cours. La maison prend forme, les fondations sont posées, la structure est montée. Je passe mes week-ends sur le chantier, à superviser les détails, à faire des ajustements. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant dans le fait de construire exactement ce qu'on a imaginé, sans compromis ni concession. Rachel a finalement cessé d'essayer de me contacter directement. Sa sœur m'a appelé une dernière fois pour dire que Rachel avait commencé une thérapie, qu'elle essayait de travailler sur elle-même. Je lui ai souhaité le meilleur, et je le pensais sincèrement. Garder de la rancune consomme une énergie que je préfère investir dans des choses plus productives. J'ai aussi recommencé à sortir un peu, avec prudence. La semaine dernière, j'ai dîné avec une architecte paysagiste rencontrée par le biais du travail. Une femme intelligente, directe, qui posait des questions intéressantes et écoutait vraiment les réponses. Il est trop tôt pour dire où cela mènera, mais ça m'a fait du bien d'avoir une conversation qui ne sonnait pas comme une pièce de théâtre. Le développement le plus inattendu? 3 amies de Rachel, oui, celles qui ont ri ce soir-là, ont engagé mon entreprise pour des projets de rénovation. Quand la première m'a appelé, j'ai cru à un piège. Peut-être une tentative de provoquer une rencontre, accidentelle, avec Rachel. Mais non. Elles respectent sincèrement mon travail, quelles que soient leurs affinités personnelles. Les affaires sont les affaires, après tout. J'ai compris que le respect ne se limite pas à la façon dont les autres te traitent. Il se mesure aussi à ta réaction quand ils ne te respectent pas. Cette nuit-là, au mariage, les choses auraient pu tourner autrement. J'aurais pu faire un scandale. J'aurais pu exiger des excuses. J'aurais pu essayer de sauver notre relation.
Mais j'ai choisi d'honorer ce que j'avais entendu et d'agir en conséquence. Sans aucun regret. Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire est un puissant rappel que l'amour-propre doit passer avant toute relation. Trop souvent, on ferme les yeux sur les signes, par peur de la solitude ou dans l'espoir que les choses s'améliorent. Mais quand quelqu'un révèle sa vraie nature, surtout quand il pense ne pas être observé, la meilleure réponse, c'est la dignité et la fermeté. Il ne s'agit pas de vengeance, mais de préserver sa paix intérieure et ses valeurs. Puissions-nous tous avoir le courage de partir quand nous ne sommes plus respectés. Si vous avez aimé, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines histoires. À très bientôt.